LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi, le magazine de la mobilité durable. Ou comment se déplacer mieux en consommant moins d'énergie, moins de temps, moins d'argent pour notre bonheur à tous et celui de l'environnement. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, les villes de France occupent 22% de notre territoire et abritent près de 48 millions d'habitants, soit 77,5% de la population. Voilà pourquoi nous vous parlons beaucoup d'aménagement urbain dans cette émission. Mais il est temps de se préoccuper des zones rurales. Et oui, les transports sont aussi dans les prés. Au sommaire. Les champs deviennent high-tech. Nouvelle génération de tracteurs, drones, assistance informatique. Grâce aux nouvelles technologies, rentabilité économique et développement durable vont de pair, même quand les cultures ne sont pas bio. La preuve par l'exemple en Finlande et dans le nord de la France. Cinébus, Opérabus, mais aussi Somnibus, l'hôtel qui roule. En zone rurale, les services ambulants se multiplient pour lutter contre l'isolement culturel et limiter les déplacements coûteux. La boulangerie aussi devient mobile. Il n'est plus seulement question de livrer du pain frais, mais bien de le fabriquer n'importe où à n'importe quelle heure. Un service testé par notre chroniqueur Gérard Felzer. La mobilité est-elle un facteur de compétitivité? Oui, bien sûr. Transportez-moi vous dévoile les innovations développées par deux entreprises implantées dans la campagne bretonne ou comment optimiser les trajets, aussi bien en vélo qu'en camion. Direction plein nord jusqu'en Finlande via le Pas-de-Calais. Vous allez découvrir des campagnes high-tech, des tracteurs bio connectés, des agriculteurs acquis aux nouvelles technologies. Objectif, consommer moins de carburant, moins de produits phytosanitaires pour produire mieux. Pour mieux cultiver la terre, il faut parfois prendre de l'altitude. Depuis une vingtaine d'années, les images satellites permettent d'obtenir des informations pertinentes sur l'état des cultures et des sols. Mais aujourd'hui, les drones prennent le relais. C'est une aile volante. Elle pèse 700 grammes. Alors, avec cet appareil, on peut voler une quarantaine de minutes. Il peut faire 80 hectares par vol, à 50 km/h et à une altitude de 150 mètres. Les agriculteurs français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers cette innovation. Près de 3500 en 2015, comme Geoffrey, jeune cultivateur des environs d'Arras. L'enjeu pour Geoffrey consiste à déterminer quelle quantité d'azote il devra répandre sur son colza pour mieux le nourrir. Bonjour, ça va? Grâce à 4 objectifs, captant les longueurs d'onde visibles, le rouge et le vert et celles proches de l'infrarouge, le drone va photographier avec précision le colza dans le champ de Geoffrey. En fait, l'appareil décolle toujours face au vent et atterrit toujours face au vent. D'accord. Donc on va pouvoir l'allumer. Une fois qu'il aura atteint son altitude de croisière, il va se diriger vers la parcelle et il va commencer à cartographier le champ. D'accord. Le drone est programmé pour suivre les points GPS de la parcelle à photographier. Il est bien plus précis qu'un satellite et peut voler sous les nuages, même si le ciel est couvert. L'intérêt au point de vue écologique, c'est donc d'éviter les excès d'azote. Et donc quand il y a un excès, la plante ne le valorise pas et ça crée une perte. Donc ça crée une perte d'azote, donc des nitrates qui peuvent après soit s'infiltrer dans les nappes, les cours d'eau. Pour Geoffrey, déterminer avec précision la quantité d'azote nécessaire permet d'éviter le gaspillage et donc de réaliser des économies. Pendant que les photographies de la parcelle de Geoffrey sont analysées, prenons la direction du nord de l'Europe. Dans le centre de la Finlande, certaines innovations technologiques sont en train de bouleverser l'agriculture. À 1 heure de route de la ville de Jyväskylä, entourée par la forêt boréale, voici l'usine Valtra.
Depuis les années 50, des milliers de tracteurs y sont assemblés pour les cultivateurs des 4 coins de l'Europe. Ce qui fait aussi la fierté des Finlandais, c'est ce que renferme ce hangar de l'usine. Là, nous sommes dans le studio Valtra Unlimited, qui est un bâtiment spécial pour fournir des tracteurs sur mesure. Donc si vous souhaitez quelque chose de bien particulier comme un tracteur rose, nous pouvons le faire ici. Depuis 2010, le constructeur finlandais propose sur commande un modèle fonctionnant à la fois au diesel, mais aussi au biogaz. C'est en fait un tracteur en série sur lequel les ingénieurs ont procédé à des adaptations techniques. L'intérêt de ce modèle hybride est double pour l'agriculteur. Alimenter lui-même son tracteur en énergie et réduire considérablement ses émissions polluantes. On réussit à avoir les mêmes performances pour un moteur diesel et pour un moteur biogaz en termes de puissance et en termes de réactivité. La même performance est tout à fait possible. À partir de 2020, l'objectif est de vendre chaque année 500 tracteurs hybrides d'une autonomie de 4 à 6 heures. Pour l'heure, les commandes demeurent confidentielles, car avant tout, les clients doivent être autosuffisants en biogaz. Comment le constructeur finlandais a-t-il eu l'idée de fabriquer ce tracteur hybride? Non loin de l'usine, voici la ferme Kalmari, une exploitation agricole unique en Europe. Erkki Kalmari et ses fils ont décidé en 2002 d'alimenter les véhicules de la ferme en biogaz. Ils se sont donc tournés vers leur voisin, le constructeur Valtra, en leur proposant de mettre au point un tracteur fonctionnant au biogaz. La ferme Kalmari est de taille moyenne pour la Finlande, avec 30 vaches laitières. Mais là où elle est singulière, c'est qu'elle génère sa propre énergie. Dès le début des années 90, nous avons commencé à faire fonctionner des machines au biogaz pour le chauffage et l'électricité de la ferme. Notre préoccupation était de réutiliser le fumier. En récoltant les déchets végétaux de l'exploitation et surtout les déjections des vaches, puis en les laissant reposer dans cette cuve, la fermentation génère du méthane, c'est le biogaz brut. Là, vous pouvez voir la réserve de biogaz brut. Dedans, il y en a environ 1000 mètres cubes. Le biogaz brut est ensuite épuré, puis comprimé, permettant de faire tourner des alternateurs et de générer l'électricité et le chauffage de toute la ferme. Évidemment, dans l'esprit de ces pionniers, l'idée d'alimenter les voitures des habitants de la région est très vite apparue. Et depuis 2014, la ferme Kalmari est aussi une station-service pour 300 véhicules roulant au gaz. Ce que nous aimerions à l'avenir, c'est qu'il y ait dans la région de plus en plus de voitures fonctionnant au biogaz et non aux énergies fossiles. Nous pourrions alimenter en biogaz les automobilistes de la région. Devant un tel succès, les Kalmari ont décidé d'investir dans une unité de méthanisation permettant de doubler leur production actuelle de biogaz. Retour en France, à Arras. Geoffrey, notre jeune agriculteur, vient de recevoir la cartographie de sa parcelle de colza, réalisée lors du vol du drone. Donc là, on a les zones noires où en fait le colza est le plus petit, et donc c'est ces zones-là qu'on va devoir nourrir plus, donc au printemps, pour atteindre l'objectif de rendement. Donc on va pouvoir faire des économies d'azote sur ce carré-là. Les coordonnées GPS situant les zones de la parcelle où l'azote doit être répandu sont introduites dans l'ordinateur de bord du tracteur. Elles vont le guider et déclencher automatiquement la distribution de l'azote là où le colza en a le plus besoin. Ces techniques de précision permettent d'allier agriculture et protection de l'environnement. C'est ce que l'on appelle l'agroécologie. La méthanisation dont on vient d'entendre parler est-elle une solution d'avenir? Gérard, arrête d'arroser les plantes et écoute-moi. En 2013, le gouvernement français a lancé un plan méthanisation. Il va consacrer 2 milliards d'euros pour favoriser la création de 1000 installations de méthanisation d'ici 2020. La méthanisation, on rappelle rapidement, c'est récupérer les déchets organiques des exploitations agricoles, comme les excréments d'animaux, les résidus des récoltes ou les résidus des exploitations laitières ou fromagères. On les dépose dans une cuve à l'abri de l'oxygène avec des micro-organismes. Et une fois décomposés, on obtient d'un côté un digestat, un matériau qu'on peut utiliser
comme engrais, et de l'autre, un biogaz qu'on peut utiliser pour l'électricité, le chauffage ou bien comme carburant. D'ailleurs, concrètement, si vous allez à Lille, vous verrez sur tous les bus, il y a marqué « Je roule grâce à vos déchets ». Pourquoi? Parce qu'on a installé une unité de méthanisation la plus grande d'Europe, 5 millions d'équivalents de litres de biogaz par an, et ça alimente toute la communauté urbaine. C'est pas mal. Donc, avantage de la méthanisation, on le voit bien, c'est une source d'énergie renouvelable, c'est lutter contre les odeurs et c'est valoriser les déchets. Inconvénient malgré tout. Oui, on émet quand même du CO2, bien qu'on évite les particules. Quand on brûle le biogaz? Absolument, pour l'utilisation des bus par exemple, mais aussi il ne faudrait pas qu'on en fasse de la monoculture, c'est détourner l'agriculture de son objectif premier. Ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, c'est que les agriculteurs se mettent tous à produire du maïs pour obtenir beaucoup de biogaz, parce qu'il y a beaucoup d'azote dans les tiges de maïs. Par exemple. Il faut que l'agriculture conserve son métier de base. Après le travail, les loisirs. Mais vous habitez un petit village isolé, éloigné des salles de spectacle? Pas de problème, les spectacles viennent à vous désormais. Plus surprenant encore, vous souhaitez organiser une gigantesque fête de famille, mais vous ne disposez pas de 18 chambres à coucher? Eh bien, c'est l'hôtel qui vient à vous. Transportez-moi vous propose un petit tour de France inédit des services ambulants. Il est 6 h du matin à Saint-Astier en Dordogne. Étienne, projectionniste, commence sa journée. Un horaire pour le moins inhabituel pour cette profession, mais le cinéma pour lequel Étienne travaille n'est pas un cinéma comme les autres. Dans ce camion, il y a tout pour pouvoir projeter un film. Allez, go! Le camion dessert une dizaine de communes qui n'ont pas de cinéma. Étienne fait beaucoup de routes. Ce matin, 1h30 de trajet qu'il ne considère même pas comme un inconvénient de son métier. On va retrouver notre salle, notre petite commune, les gens qui y sont, nos spectateurs, on se lève avec plaisir pour leur donner du cinéma. Étienne a peu de temps pour tout installer dans la salle des fêtes du village. Pour sortir facilement le lourd projecteur de sa caisse, il a fallu adapter un système de chariot élévateur télécommandé. On a fait un système pour le trimballer un petit peu partout. C'est le but, hein. Il nous suit. Et la commune a bricolé un monte-charge spécialement pour le projecteur. Quelques derniers réglages en salle et la séance va bientôt commencer. Dans un village de 700 habitants, assez isolé comme il en existe beaucoup dans la région, impossible d'avoir une salle de projection permanente. Alors le cinéma sur le modèle du camion pizza ou du coiffeur ambulant, eh bien c'est une aubaine. 2 places s'il vous plaît. Allez, 8, hop. Le film est un rendez-vous attendu par les villageois. Et cela évite le défilé des voitures vers la ville voisine. Dans le cinéma le plus proche, il est à Fumel, donc ça fait quand même une trentaine de kilomètres. Il nous faut faire 1 heure de route pour aller voir un film. Si on n'avait pas celui-là, on ne verrait pas beaucoup de films. En banlieue de Bordeaux, un autre service itinérant innovant s'installe à la nuit tombée. Laurent gare son bus dortoir. Bien, on va effectuer les branchements. Laurent a une idée particulièrement originale. Son invention se nomme Somnibus. Dans son autocar, il a remplacé les sièges par 18 lits, pour coucher sur place les fêtards en fin de soirée. On est sur de la literie classique, avec les lattes et tout ce qui va, mais j'ai donc une contrainte qui est l'allée centrale, et mes lits doivent tenir sur un espace de 90 cm. Ces morceaux de bois, j'ai dû les retravailler, refaire les trous, un vrai menuisier en fait. 20 000 € et 5 mois de travaux pour transformer ce bus scolaire en hôtel itinérant. 26 degrés, bon, à mon avis, ils seront très très bien là pour cette nuit. Les clients, un groupe de convives réunis pour un anniversaire dans un restaurant situé à quelques pas. L'avantage pour moi, c'est d'éviter de prendre le moindre risque après une soirée. Quand on aime profiter, on est rarement dans la demi-mesure. Personne ne prendra le volant après le verre de trop, dans une région particulièrement endeuillée par les accidents. Donc là, n'hésitez pas à choisir vos lits maintenant, parce que tout à l'heure, il sera trop tard. Ah, c'est cool. C'est un détecteur de mouvement, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le bus, ça c'est clair, vous n'avez pas les pieds dans le noir, vous savez où vous allez. Laurent a anticipé tous les détails pour son bus. Mais il n'avait pas envisagé un obstacle qui lui a coûté plusieurs mois d'attente avant de lancer son projet.
Au point de vue réglementaire, il est difficile de mettre en place ce genre de dispositif puisqu'on n'a pas le droit de faire rouler des gens couchés. Donc il est difficile d'expliquer à l'administration que en fait, le bus va rester sur place, qu'il ne roulera pas. Expliquer à l'administration, il a fallu que Yannick s'y colle aussi. Car jusqu'ici, un bus qui en même temps fait office de salle de concert, c'était complètement inédit. L'idée, c'était d'avoir un mini-opéra miniature, et vous allez voir, porte fermée. Au bout d'un moment, la magie fonctionne et on se retrouve vraiment dans un tout autre univers. Et pour que le spectateur se sente dans un théâtre à l'italienne, il a fallu faire disparaître tout ce qui pouvait rappeler le véhicule. On a joué sur les contraintes techniques de l'objet du bus, de la base structurelle, notamment des passages de roues, pour en fait réaliser comme à l'opéra une loggia. On doit jouer avec deux législations autour du projet. La législation roulante, c'est-à-dire le fait que ce soit d'abord un véhicule. Donc on a un certain nombre de contraintes, mais qui ne sont absolument pas les mêmes contraintes que celles d'un lieu lié à un lieu de spectacle ou un lieu accueillant du public. Exemple avec le réservoir. Pas de problème bien sûr dans le cadre d'un transport de passagers. Par contre, la législation spectacle n'a jamais prévu qu'on assiste à un concert assis sur 450 litres de carburant. Il a donc fallu soigneusement aménager, mettre aux normes pour que le projet soit validé. 20 h, entrée du public et entrée des artistes. Après vous, mademoiselle. Oh, pardon. Ou pas. Ou pas. Le concert peut commencer. Ce soir, de la musique baroque, dans ce bus conçu par des bénévoles de la région de Valenciennes pour faire rimer culture et mobilité. Alors qu'on a une scène nationale et que la scène nationale propose plein de choses, la distance restait un obstacle. Cet opéra-bus, c'était pour aller spécifiquement à la rencontre des publics qui sont éloignés de la culture par l'éloignement géographique ou l'éloignement social. Écoles, hôpitaux, zones rurales isolées, la culture baroque prend la route. Rendez-vous à l'arrêt du bus. Sabine, ça nous rappelle les vieux théâtres ambulants avec des chevaux qui allaient dans les petits villages. À l'époque du Moyen-Âge, un soupçon de nostalgie, Gérard. Alors si tu as l'âme d'un collectionneur, ou bien si tu veux changer de vie, regarde ce que tu peux trouver actuellement en vente sur eBay. C'est le dernier des cinébus anglais. C'est une machine vintage, elle date des années 60. La dernière d'une flotte qui en comptait 6 et qui était très célèbre à l'époque parce que c'était les pionniers du cinéma ambulant. Tout est restauré, le bus et le système de projection, mis à prix 120 000 livres, 160 000 €. C'est magnifique, hein. Je n'ai pas mon carnet de chèques, mais ça me tente. D'accord, on met ça de côté. Bon, alors, petite Sabine, technique. je te fais une petite tartine, Sabine, d'accord? Avec du pain que tu as fabriqué toi-même? Et oui, grâce à la boulangerie mobile de campagne. Alors, la boulangerie mobile de campagne, c'est une innovation française. Il ne s'agit plus seulement de livrer du pain, mais bien de le fabriquer sur n'importe quel terrain et dans n'importe quelle condition météo. Regardez. C'est bon, hein? Pas mal. Bon, allez. Alors qu'aujourd'hui nous sommes sédentarisés, il arrive qu'il faille nourrir des populations déplacées à cause des guerres et des catastrophes naturelles. Et j'ai derrière moi une solution pour leur apporter de la nourriture et du réconfort. Je vous présente la boulangerie mobile de campagne. Et pour fabriquer du pain, il nous faut de l'eau et de la farine. Et j'ai ici de quoi nourrir dans l'urgence 250 personnes en fabriquant 3000 baguettes. La boulangerie mobile a été conçue pour être la plus compacte possible et donc facilement transportable. Elle est si besoin élitroyable et ses dimensions lui permettent d'être aussi acheminée par container maritime. Imaginez, nous sommes arrivés dans un camp de réfugiés. Il faut être opérationnel très rapidement et ça se passe comme ça. Je déplie mes 4 côtés. Bon voilà. Un troisième. Il nous a fallu 10 minutes entre le moment où on est arrivé et le moment où on est opérationnel. Maintenant, il faut fabriquer le pain. Début des opérations. On prend le sac de farine qui était dans la voiture. On le pèse en fonction des personnes qu'on a à nourrir et on a la fiche pour ça. Et ensuite, on le verse
Il ne me reste plus qu'à actionner le pétrin. L'énergie de cette boulangerie est pour l'instant fournie par un groupe électrogène. Mais cette unité pourrait bientôt fonctionner en zéro émission par de l'énergie renouvelable, des panneaux solaires installés sur le toit par exemple. Bon, je suis pas au point. Voilà, le pain est cuit. De la baguette, du petit pain. Cette unité mobile et autonome est capable de nourrir de 250 à 10 000 personnes par jour. La boulangerie mobile de campagne est déjà déployée sur de nombreux terrains, notamment en Afrique, pour des opérations de maintien de la paix ou lors d'interventions de secours dans des zones sinistrées. Elle est même plébiscitée par les experts en logistique de l'Organisation des Nations Unies. Là, Sabine, c'était pour nourrir 250 personnes par jour. Mais on peut faire mieux. Il existe en fait 4 modèles de boulangerie mobile de campagne, donc pour nourrir 250 hommes-jour, 500 hommes-jour, 1000 hommes-jour ou bien carrément 10 000 hommes-jour. Là, le dispositif est plus impressionnant. 5 camions, dont un qui tire la réserve d'eau, mais c'est toujours un dispositif autonome et mobile, approuvé par les experts en logistique de l'ONU, très pratique effectivement pour nourrir des populations déplacées en cas de conflit ou bien en cas de catastrophe naturelle. Mais on pourrait aussi imaginer des applications civiles. Oui, comme les grandes concentrations, des grands concerts par exemple, on pourrait imaginer de fournir des sandwichs frais avec du pain frais et chaud. Ça donne envie. Nouvelle innovation en France toujours. La Bretagne a lancé un programme ambitieux en matière de mobilité durable. 18 expériences pilotes sont testées pendant 3 ans, toutes destinées à optimiser les déplacements. C'est un enjeu de taille pour les entreprises implantées en zone rurale, où leurs employés souffrent moins des embouteillages qu'en ville, mais davantage des longues distances entre les communes. Voici quelques très bonnes idées de mobilité devenues réalité. Qu'y a-t-il de commun entre ce poids lourd, ce programme informatique et cette cycliste matinale? Pour répondre à cette question, eh bien, il faut se lever tôt, très tôt, comme Patrick. Bon allez, c'est parti au boulot. Je vais aller prendre mes collègues en passant. Chaque matin, ce salarié d'une entreprise de BTP installée près de Rennes passe chercher ses collègues qui habitent en zone rurale. Mais depuis 2 ans, quelque chose a changé. La durée du trajet vers les différents chantiers est plus courte, jusqu'à 20% de temps en moins. Comment cette société a-t-elle réussi à améliorer la mobilité de ses salariés? Donc ça, c'est un nouveau chantier qui est basé sur Rennes, donc 28 logements. Au siège de l'entreprise, le directeur d'exploitation doit résoudre chaque semaine une équation à plusieurs variables. Comment transporter quotidiennement et de façon rationnelle 230 salariés depuis leur domicile vers les 40 chantiers très éloignés grâce à 150 véhicules? Un véritable casse-tête à l'enjeu gigantesque. Chaque année, les véhicules de cette entreprise parcourent plus de 100 fois le tour de la Terre et consomment un demi-million d'euros de carburant. Et sans compter les quantités astronomiques d'émissions de polluants et de gaz à effet de serre. La solution est venue d'une équipe d'étudiants en informatique de l'université Rennes 1. Durant 8 mois, ils ont planché sur l'équation de cette société de BTP afin d'élaborer un logiciel d'optimisation des déplacements de ses employés. Et voici le résultat, baptisé Optrage. Quand on gère plusieurs centaines d'ouvriers, plusieurs dizaines de chantiers, ne serait-ce que de calculer la distance parcourue par chaque ouvrier chaque jour, ça prendrait des heures et des heures. Alors que là, l'ordinateur le fait en quelques millièmes de seconde. Grâce à cette innovation, Patrick et ses collègues gagnent jusqu'à 10 minutes par jour sur le temps de trajet vers le chantier, soit près d'1 heure de transport en moins par semaine. Donc là, on a un impact direct sur le salarié, de limiter le nombre d'heures dépensées sur les chantiers. Et là, il y a un impact économique sur le résultat de l'entreprise. Et en limitant les déplacements, on fait moins de kilomètres. En faisant moins de kilomètres, on émet moins de gaz à effet de serre, donc on a un comportement éco-responsable. La mobilité est donc une source d'innovation. Et cela passe parfois par des solutions simples. J'attends Chantal, ma copine, pour aller au travail ensemble.
Chantal et Josiane sont deux des 3700 salariés d'une entreprise de commerce de viande, implantée à Vitré en Bretagne. Ces deux collègues font partie d'un groupe d'une trentaine de personnes qui expérimentent les 18 vélos électriques achetés en leasing par leur employeur. Ce système de location-vente a permis à SVA Jean Rosé de les acquérir pour 27 000 €, incluant les assurances et l'achat des casques. C'est comme toute démarche innovante, effectivement ça démarre par une goutte d'eau et puis petit à petit ça fait parler. Depuis déjà 1 an que la première expérimentation a été lancée, ça discute autour de ce projet-là et beaucoup plus de salariés se sont manifestés comme étant intéressés. Donc ensuite on est en réflexion effectivement pour le déploiement à grande échelle de cette expérience-là. Après le vélo, pour une meilleure mobilité de ses salariés, cette entreprise de commerce de viande a décidé de trouver aussi une solution pour le transport des marchandises. Quotidiennement, elle achemine ses produits à travers toute la France, grâce à une flotte de 140 camions. Pour réduire l'impact sur l'environnement et dégager des économies, l'entreprise a opté pour la formation de ses chauffeurs à l'éco-conduite. C'est un véhicule qui est très coupleux. On peut déjà attaquer la Guillaume est formateur en éco-conduite et il initie aujourd'hui Alex, comme il l'a déjà fait avec 200 autres conducteurs de l'entreprise. Le but du jeu, l'éco-conduite, c'est d'éviter d'arrêter le véhicule pour strictement rien. Là, on a la bonne allure, on a le bon rapport. La manœuvre, elle est parfaite. Quand vous touchez au frein, il faut relancer le véhicule et c'est là que vous générez des surconsommations. Le fait d'anticiper, vous avez une conduite beaucoup plus linéaire. L'économie en carburant est de l'ordre de 7% pour les poids lourds, soit 2 litres au 100 km. En adoptant l'éco-conduite, chaque litre de carburant économisé permet de réduire l'entretien des poids lourds et de moins polluer. Ces expérimentations bretonnes en faveur de la réduction des émissions de CO2 peuvent avoir des effets à grande échelle, si d'autres entreprises décident de s'en emparer. Nous arrivons au terme de cette émission, mais puisque nous avons beaucoup parlé de tracteurs et de campagne, avant de se séparer Gérard, nous voudrions saluer une petite bonne femme bien courageuse, Tractor Girl, alias Manon Osvort, en réalité une comédienne hollandaise. Elle a réitéré l'exploit de Sir Edmond Hillary, le premier explorateur à avoir atteint le pôle Sud, c'était en 1958, à bord d'un tracteur. Et bien Manon a renouvelé cet exploit. En décembre dernier, elle a atteint le pôle Sud à bord d'un Massey Ferguson, un petit peu arrangé pour l'occasion tout de même. Oui, parce que faire 5000 km aller-retour à 10 km/h, parce que c'est quand même pas tout plat, et à moins 60 degrés, il faut le faire. Et puis, ce n'était pas son coup d'essai. Elle avait déjà traversé toute l'Afrique jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, 38 000 km avec son chien. C'est beau, ça, hein? C'est très beau, surtout que c'était pour le compte d'une association caritative, World Child. Cette émission est maintenant vraiment terminée. On attend vos commentaires, réactions, suggestions sur transportez-moi.fr, sur notre compte Facebook et Twitter. #transportez-moi. À très bientôt. Il ne s'agit plus seulement de livrer du pain, vous êtes là. En cas de conflit, tu l'as dit, mais aussi en cas de catastrophe naturelle. Naturel, c'est naturel. Les baguettes molles, vieilles, pas chaudes. Bon. Vieille, moche, pas fraîche, ça me rappelle quelqu'un? Je te dis oui. Je t'écoute. Je suis d'accord. Je suis tout. Je suis d'accord. Mais vas-y. Moi j'y vais. Quand tu veux. Ah bon, c'est à moi? Ah bon? Pour de vrai. Ah bon, d'accord. LCP, Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.